Bonsoir à tous et bienvenue à ce 13h à la une de l'actualité. De ce jour, pas d'agents fictifs dans les forces armées béninoises. C'est l'information apportée par le chef d'état-major général. Il met ici fin aux rumeurs faisant état de l'existence d'un personnel imaginaire dans les rangs de la Grande Muette. Le plan de développement de la ville de Cotonou n'est pas dans les normes. C'est un constat du conseil départemental qui invite la municipalité à revoir sa copie. Enfin, déjà disponible dans les rayons des librairies, Le Temple de la Nuit profanée. C'est une collection de nouvelles qui traite des questions de violence faites aux femmes. Davantage de précisions dans ce 13h. Et je l'annonçais dans les titres, l'information a circulé sur les réseaux sociaux et même relayée par certaines presses. Il s'agit de la découverte d'agents fictifs au sein des forces armées béninoises. Une information que dément le haut commandement militaire. Écoutons ici le chef d'état-major général des forces armées béninoises. C'est sur des propos recueillis par William Tchoki. C'est l'état-major général qui connaît les personnels en mission, les personnels en stage et les personnels présents sur le territoire national. Il n'y a pas d'agents fictifs dans les forces armées. Nous avons au niveau des forces armées et de la police un total de 27 493 agents, ce qui n'est pas déjà l'effectif qui est sorti dans les réseaux sociaux et dans la presse. De cela, il y a eu 23 352 qui se sont fait recenser du 27 au 30 décembre. Nous avons en stage à l'extérieur du pays 301 agents. Nous avons en mission à l'extérieur 1162 agents et nous avons personnel non recensé. Jusqu'à présent, nous avons identifié 174 agents. Nous avons au sein des forces armées, c'est-à-dire au sein du ministère de la Défense, 242 personnels civils. Et de tout ça, il ressort que actuellement, nous avons 262 personnes dont les positions ne sont pas encore clarifiées. Mais je tiens à préciser que de ces 262 personnes, il y a 146 qui sont déjà décédés et leurs actes de radiation ne sont pas encore sortis. Dans les parutions, il y a au moins un journal qui a dit que compte tenu de la découverte des agents fictifs, les salaires des militaires ont été bloqués. Cela aussi est faux. Les salaires sont en train d'être payés depuis hier mercredi et continuent d'être payés aux agents. Et on note maintenant que le verdict relatif aux organes de presse mis sous scellé le 28 novembre 2016 est enfin tombé. Sur les 7 organes incriminés par l'instance de régulation des médias, 3 ont été autorisés à reprendre leurs activités. C'était au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 26 janvier par les autorités de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Suivez ici un extrait des explications du rapporteur. Il est au micro de Aboubakar Bakari et Julia Kwekou. La plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. La mesure conservatoire contre la radio Soleil FM, objet de la décision numéro 16-076/RAC du 28 novembre 2016 est levée. Article 2. La radio Soleil FM est autorisée à reprendre ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Article 3. Les responsables de la radio Soleil FM sont tenus de mener leurs activités dans le strict respect des dispositions de la convention signée avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. La mesure conservatoire contre la télévision et télé, objet de la décision numéro 16-077/RAC du 28 novembre 2016 est levée.
Article 2. La télévision et télé est autorisée à reprendre ses activités sur toute l'étendue du territoire national. La mesure conservatoire contre la télévision Eden TV, objet de la décision numéro 16-078-BAC du 28 novembre 2016 est levée. Article 2. La télévision Eden TV est autorisée à reprendre ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Audience plus précisément au Conseil économique et social. Le président de cette institution a reçu donc en audience l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin. Objectif, s'enquérir des activités de l'institution que dirige Augustin Tabegbian. Suivons ici la diplomate au micro de Brice Coutonu et Dine Boraïma. L'objectif de ma visite était de savoir plus concernant cette auguste institution qui fait partie des plus institutions béninoises. Nous avons eu un très bon échange. Le président m'a expliqué toutes les activités du conseil. Nous avons discuté les visites et les rapports que le conseil a fait et les travaux qui sont en cours pour l'avenir concernant des thèmes clés pour le peuple béninois. Je l'ai salué pour le bon travail du Conseil et je lui ai assuré le partenariat des États-Unis avec toutes les institutions du Bénin. Et sachez que le gouvernement béninois vient de renouveler son accord de siège donc avec l'ONG Sangaï. Une façon pour le gouvernement, pour l'État, de contribuer aux œuvres de développement social et économique et de lutte contre la pauvreté de l'ONG. La signature du renouvellement de l'accord a eu lieu au ministère des Affaires étrangères à Cotonou. Reportage Ghislaine Adimi à Bozo, Kelvador à Rouen. Implantée au Bénin depuis environ 30 ans, l'ONG Sangaï s'est résolument engagée à relever les défis du développement technologique, industriel et de la sous-alimentation. La pauvreté, selon le président de l'ONG, n'est pas une maladie comme le paludisme qu'on peut guérir avec des médicaments, mais plutôt en changeant notre façon de faire et d'être. Lorsque nous changeons notre façon de produire notre nourriture, nous nous changeons nous-mêmes, nous changeons nos valeurs, nous changeons notre société. Le Centre Sangaï, monsieur l'ambassadeur, est une institution novatrice. Elle est une plateforme de développement conçue pour faire face d'une manière systémique aux défis de notre continent. Le renouvellement ce jour de leur accord de siège est l'expression de la reconnaissance par le gouvernement des efforts louables de l'ONG dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est au regard de ces actions remarquables que le gouvernement du Bénin a décidé de renouveler l'accord de siège signé avec le centre depuis le 11 mai 1990, en vue de lui permettre de continuer de bénéficier de divers avantages en termes d'exonération douanière et fiscale, de manière à faciliter, surtout à amplifier les interventions sur le terrain. Il s'agit là d'une contribution importante du gouvernement à vos efforts en faveur des populations bénéficiaires. Cet accord de siège se veut être le signe de la volonté commune des deux partenaires à relever ensemble le triple défi de la pauvreté, de l'environnement et de l'emploi des jeunes. Voilà, c'est un reportage signé Ghislaine Adimi Agbozo. Ouverture à présent de la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'année 2017 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les travaux ont démarré ce jeudi dans les locaux de l'institution et sont placés sous le signe de l'accompagnement à la réussite du programme d'action du gouvernement. Blaise Adampo et Alexis Segbemon. Ils sont venus de tous les départements du Bénin. Ce sont les élus consulaires. Cette rencontre, la première session ordinaire au titre de l'année 2017, s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des réformes entreprises pour la renaissance de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Nous avons pris l'engagement d'œuvrer tous ensemble à la renaissance de notre maison commune. C'est donc avec courage et grand enthousiasme que nous avons entrepris des réformes indispensables, voire vitales, à la réussite de cet objectif. Ce ne fut pas aisé ni facile, mais nous sommes sur la bonne voie car ensemble, nous avons réalisé bien de belles choses. Et pour les prochaines années, la CCIB entend jouer son rôle à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Aujourd'hui,
Dans un contexte de Bénin révélé, où toutes les valeurs, où les atouts du Bénin seront montrés au monde entier, de même que nos insuffisances à tout point de vue à corriger, la CCIB est plus que jamais interpellée dans son rôle de conseil au gouvernement et dans sa mission de représentation du secteur privé, dans sa mission de promotion des entreprises du Bénin, dans ses actions de plaidoyer et de défense des opérateurs économiques et chefs d'entreprise, en somme, ses actions de service aux entreprises du Bénin. La rencontre s'est tenue en présence du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. L'actuelle mandature a réaffirmé sa volonté à consacrer les 2 prochaines années à la promotion des entreprises au Bénin. Et peut-être ne le savez-vous pas, le programme d'action du gouvernement du nouveau départ nourrit de grandes ambitions pour les sous-secteurs de l'énergie, de l'eau et des mines. Les cadres chargés de la mise en œuvre de ces ambitions s'approprient le contenu afin de donner corps aux idées. C'est à la faveur d'un atelier qui a ouvert ses portes à l'Infosec à Cotonou. Plus de détails avec Patrick Benou et Jean-Claude James. Au lancement du Bénin révélé le 16 décembre 2016, le peuple béninois a été mis au parfum des grands défis des sous-secteurs de l'énergie, de l'eau et des mines. Ces différents spécialistes et responsables de projets sont ici à l'école de leur internalisation, mais surtout de leur appropriation. 7 projets phares, dont 4 dans le secteur de l'énergie et des mines et 3 dans le secteur de l'eau, et un ensemble de 21 projets dits prioritaires ont été retenus pour être mis en œuvre au niveau de notre ministère. Le coût de réalisation de ces projets, qui montre le niveau d'ambition jamais, je dis bien jamais égalé dans notre pays, qui est de 760 milliards pour les secteurs de l'énergie des mines et de 519 milliards pour le secteur de l'eau. Je veux, grâce à vous, grâce à vos implications à tous les niveaux, faire en sorte que ce secteur décolle définitivement et soit un réel levier de développement pour notre pays. Le présent atelier vise donc à initier un cadre d'échange entre les acteurs au plus haut niveau que vous êtes sur non seulement le contenu de ce document, mais aussi sur le dispositif de survie-évaluation, les facteurs et les conditions critiques pour la réussite des actions définies. L'heure ne sera pas donc de tout repos pour ces cadres, car la population béninoise attend avec impatience de retrouver un large sourire en ce qui concerne l'accès à ces secteurs vitaux de développement. Un peu de littérature. Le temple de la nuit profanée de l'association Plume Amazon est désormais disponible dans les rayons de nos librairies. À travers l'ouvrage, ces écrivaines béninoises s'engagent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elles comptent aussi rallier le grand nombre à leur cause. La cérémonie de lancement a eu lieu à la Blue Zone de Zongo. Le point avec Armel Nofodi et Ghislaine Adimi. Extirper de l'Afrique les violences faites aux femmes. C'est le cheval de bataille de l'association Plume Amazon, constituée de 6 écrivaines. Elle dénonce à travers les pages de ce livre la méchanceté de certains hommes envers les filles et les femmes. Plume Amazon se donne le combat de conscientiser la jeune génération à travers ses écrits, de parler des problèmes des femmes et hommes, femmes, nous les invitons à lire cet ouvrage qui est un outil pédagogique qui va conscientiser la gente masculine sur les douleurs, les souffrances que les femmes endurent lorsqu'ils ne nous accompagnent pas dans la vie. Inspiré du vécu quotidien, l'ouvrage présente des témoignages sidérants. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, appuie l'initiative. Votre engagement à travers cet écrit, mesdames, répond parfaitement aux préoccupations du gouvernement de contribuer à l'éradication des mauvaises pratiques qui retardent l'évolution de nos communautés et rendent vulnérables les cibles qui constituent pourtant l'espoir de toute une nation. La cérémonie a connu la présence de plusieurs acteurs du monde culturel et éducatif. Puis l'AIC poursuit sa tournée de paiement du fonds coton. Elle était donc aux côtés des producteurs de Didia et Zobodomé. C'est un reportage signé Gilles Dansou et Ernest Tétégou.
Djidja, grande commune productrice de coton dans le Zou. Des performances sont réalisées par les producteurs, d'où l'intérêt de cette opération de paiement. Une opération qui se déroule sous l'œil vigilant des responsables communaux et d'une délégation de l'AIC. Ici, on rassure. Toutes les dispositions sont prises. Moi, j'ai reçu les instructions pour payer tôt. Moi, j'ai donné les instructions pour que les décals soient payés au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure que les évacuations sont faites, les producteurs doivent être payés pour qu'il n'y ait pas trop de temps entre la période où les évacuations sont effectuées et la période où les producteurs touchent leur argent. La preuve, c'est que Djidja, l'année dernière, a fait 2000 hectares, je crois, 2000 hectares, mais cette année-ci, Djidja a fait 20 000 hectares tractés. Ça veut dire que le niveau de l'année dernière a été multiplié par 10. Ils promettent accroître leur rendement. Après Djidja, Zobodome, l'AIC honore ses engagements vis-à-vis des cotonculteurs. Et vous savez que lorsque les producteurs vendent le coton, ils attendent leur sou. Et par rapport au mécanisme donc, de la CSPR, le mécanisme donc, de l'AIC, les fonds sont payés sur la base de ce qui est reçu au niveau donc, des usines. En réalité, il n'y a pas de difficulté pour l'AIC à mobiliser les ressources qui vont être destinées à payer ces fonds coton, puisque le mécanisme sur la base duquel nous fonctionnons est un mécanisme qui est bien huilé. Nous avons les ressources à partir donc, des acomptes payés par les égreneurs et 3 jours après l'élaboration donc, des factures, les égreneurs sont appelés à payer. Donc la mobilisation est quasi permanente et les ressources sont disponibles à tout moment pour payer les producteurs. L'essentiel, c'est que les documents soient disponibles pour que ce paiement-là se réalise. D'autres communes vont bientôt recevoir la délégation de l'AIC. Et cette information, le conseil communal de la ville de Cotonou doit revoir sa copie relative au plan du développement communal PDC de Cotonou en le conformant au programme d'action du gouvernement. C'est l'essentiel à retenir de la première session ordinaire du conseil départemental de concertation et de coordination. Clotaire, Arouiko et Bénédicte Amouzou pour le reportage. Le plan de développement de la ville de Cotonou n'est pas dans les normes et ne répond point au programme d'action du gouvernement relatif à la gestion des collectivités locales décentralisées. Par conséquent, le préfet, représentant de l'exécutif de la municipalité de Cotonou, demande une harmonisation à cet effet afin d'assurer une synergie d'action et de développement pour le plus grand nombre des populations de la plus grande ville de notre pays. C'est le sens de cette première session ordinaire du conseil départemental de coordination et de concertation impliquant outre les autorités préfectorales, les adjoints au maire et les chefs d'arrondissement de la ville de Cotonou, notamment. Comment on arrive à créer l'harmonie entre le plan de développement de la commune de Cotonou et le programme d'action du gouvernement? Je rappelle que la dernière conférence administrative départementale tenue à la préfecture d'Alada a révélé que le plan de développement de la commune de Cotonou n'est pas dans les normes, non seulement en termes de respect de la période sur laquelle il doit être élaboré, mais aussi et surtout en termes de validation. Le PDC doit être repris en conformité avec les thèses, on doit forcément l'arrimer au programme d'action du gouvernement pour rester en phase avec les orientations nationales édictées par le gouvernement de la rupture. Le point des opérations de libération des espaces publics et la gestion domaniale sont aussi au premier éloge de cette rencontre prévue se tenir statutairement dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. On retient dans la suite de ce 13h que l'après-déguerpissement n'est favorable ni aux vendeurs ni à la clientèle. La mévente s'installe, le prix des produits a augmenté et bientôt ce sera celui du coût de location des boutiques. Suivez le constat fait par Mylène Fano et présenté par Jérôme Rombord. L'opération de libération des espaces publics donne un nouveau visage à la ville de Cotonou, mais elle n'est pas sans conséquences. Les vendeurs en payent le prix fort.
Je vends les divers et maintenant tout est à l'intérieur. Même s'ils nous avaient permis de mettre ça à l'entrée de la maison, ce serait bien. Mais non, ils veulent qu'on reste au soleil. Les marchandises sont à l'intérieur. Je ne peux les faire sortir. On ne trouve plus de clients et tout est resté à l'intérieur. Avant le déguerpissement, on exposait les mannequins au dehors. Et bon, non seulement les habitués du coin venaient, mais aussi ceux qui ne connaissaient pas la boutique, ils venaient aussi. Mais après le déguerpissement, c'est seulement les habitués de la boutique qui viennent. Les constructions rasées sont surtout les boutiques et ateliers. Ainsi, l'autre problème qui se posera dans un futur bien proche est celui du coût de location des boutiques. Ils ont dit maintenant qu'ils vont refaire la boutique pour nous. Là, s'ils ont refait, maintenant on doit augmenter les prix. Ça ne sera pas au même prix comme avant. Ils vont augmenter le prix. Des boutiques peuvent augmenter parce que, bon, peut-être là où je suis, si c'est un peu large, le propriétaire peut dire on peut diminuer ça pour donner aussi la place à autre personne. Donc, il est obligé de diminuer. Ou soit si je refuse, il peut dire bon, j'augmente le prix de la boutique parce que l'autre veut la place. Donc si on diminue un peu, on diminue pour toi un peu, on peut te laisser le prix de l'actuel prix que tu es en train de payer. Mais si tu ne veux pas occuper ta place, donc on est obligé d'augmenter le prix de la boutique. Donc c'est ce que nous sommes en train de penser maintenant. Le prix doit augmenter, ça c'est évident. Toutes les initiatives concourant au relogement des vendeurs et vendeuses seraient donc salutaires pour ces derniers. En lien avec cette opération de libération du domaine public, une question demeure. Comment se déroule le relogement des déguerpis des espaces publics au marché international de friperie de Missebo, PK3? Le marché s'anime-t-il? À quel prix peut-on s'offrir une place au sein de ce marché? Nous y avons fait un tour. Suivez le constat fait par Roch, Aurélien Akweinou et Igor Ayoso. Boutiques et hangars en pleine construction. D'autres déjà achevés n'attendent que marchandises et clients. Nous sommes au marché international de friperie de Missebo PK3, un site de 9 hectares destiné à accueillir les commerçants sinistrés de l'opération de libération des espaces publics. On a un bloc sanitaire, on a l'électricité, on a un grand parking qui est réservé pour accueillir les gros porteurs et les petits moyens à 4 roues. Les gardes-vélos sont disposés un peu partout. Et à chaque entrée, il y a les guérites pour la police, pour la sécurité. De l'autre côté aussi, on a un grand dépotoir pour accueillir les ordures ménagères. Des 2000 hangars de 6 mètres carrés chacun, construits par la Sogema, environ 1000 sont déjà attribués mais peinent à être occupés. Tout vient ici, il n'y a pas les clients. Donc on espère que si Missebo quitte pour arriver ici, où les clients vont venir. Puisque le marché n'est pas encore rempli, donc les gens hésitent à venir. Donc je souhaite vraiment qu'ils n'ont qu'à arriver. Parfois, on vend, parfois nous ne vendons rien, mais on gardait toujours l'espoir. Je vois bien, ils peuvent rentrer dans la boutique, vous voyez, je vois bien. S'ils ne veulent pas, ils ne vont pas payer des arrivages. Pendant que les travaux d'extension du marché se poursuivent pour faire face à la demande de place, ils sont nombreux à venir se renseigner. Moi, c'est la viande du porc que je vends et je voudrais bien m'installer dans ce marché. Je suis venue avec une dame là qui est venue prendre des renseignements. Il y a des logements qui coûtent 24 000 le mois et d'autres 41 000, 3 mois. Pour s'offrir par exemple cet espace de 2 mètres sur 3, soit 6 mètres carrés, les anciens usagers de la Sogema doivent débourser 50 000 francs et les nouveaux 100 000 francs CFA pour les frais d'autorisation d'installation. Ensuite, payer 4 000 francs par mètre carré, plus 1 500 francs de taxes de voirie, soit 25 500 francs le mois. Mais avant, il faut payer une caution de 3 mois, s'élevant à 76 500 francs CFA. Cette taxe, jugée trop élevée par les demandeurs de place, serait l'une des raisons de leur réticence à s'installer dans ce marché.
On termine ce 13h avec une actualité à l'international. Une semaine après sa prestation de serment à Dakar, le président gambien est de retour dans son pays. Adama Barrow a été accueilli hier par des milliers de personnes à son arrivée sur le sol gambien. C'est une ville en liesse qui a fêté le retour au bercail du président élu. Le récit. Après 11 jours d'exil au Sénégal, Adama Barrow est de retour en Gambie. Le nouveau président de la République a été accueilli triomphalement à l'aéroport de la capitale gambienne, Banjul. Adama Barrow a remporté l'élection présidentielle du 1er décembre dernier contre le président sortant Yahya Jammeh, mais celui-ci refusait de quitter le pouvoir. Le nouveau chef de l'État craignant pour sa sécurité, il avait alors trouvé refuge à Dakar. Sur son compte Twitter, Adama Barrow s'est dit très heureux de retrouver la Gambie, le plus petit État du continent africain. Peuplé de 2 millions d'habitants, il est entièrement enclavé dans le territoire sénégalais à l'exception d'une étroite façade côtière. L'ancien président Yahya Jammeh, ici à l'image, qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 22 ans, refusait d'abandonner son poste après sa défaite. Sous la pression, il a finalement quitté la Gambie samedi dernier pour être accueilli par la Guinée équatoriale, un départ qui a rendu possible le retour du nouveau président. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi.